Donc, bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire. Donc, au programme, aujourd'hui, on a Jennifer Baudet, qui est consultante experte en accessibilité numérique, de chez Ideance, qui présentera donc, dans un premier temps les fondamentaux qui s'imposent à partir du 2025. Puis Victoria Pérez d'Edunao, qui est consultante en stratégie de formation, elle va développer comment Moodle répond déjà aux enjeux d'accessibilité avec voilà. Donc on a 45 minutes devant nous pour comprendre ces nouvelles obligations, découvrir comment votre plateforme Moodle aide, aide à cette conformité sur l'accessibilité et puis échanger sur vos problématiques. Pour ceux qui, on a des clients donc qui nous connaissent déjà, mais pour ceux qui nous connaissent moins, je suis donc Gilali, responsable commercial chez Edunao. Edunao, on est Moodle Premium Partner, c'est-à-dire qu'on est reconnu par Moodle comme ayant une expertise pour accompagner sur les plateformes, les formations, l'hébergement, tout l'accompagnement autour de Moodle et de Moodle Workplace. On a des clients aussi bien dans le public que dans le privé. Et puis, on va donc former aussi bien des élèves du secondaire avec des plateformes pour les élèves, comme pour magistère, pour les enseignants, de la formation de collaborateurs internes, comme de la formation pour de la formation continue, comme des organismes de formation donc, qui ont des exigences comme Calliope, par exemple. Voilà un petit peu en quelques mots qui est Tedunao, 40 personnes basées à Paris, sur une vingtaine des clients dans une vingtaine de pays. Voilà pour faire simple. À toi cette fois-ci, Jennifer. Alors, je reprends la main, merci. Donc, du côté Ideance, nous sommes un cabinet de conseil en accessibilité numérique. On intervient auprès d'entreprises publiques et privées depuis 2019 en France et en Europe, principalement pour des actions de conseil et expertise, d'accompagnement à la mise en accessibilité de différents supports, sites web, applications, e-learning, enfin tout ce qui peut être numérique. On fait également beaucoup de formations d'équipes internes à tout type de poste. Et également, bien sûr, on fait des audits donc d'accessibilité et de conformité d'accessibilité. Ainsi que depuis peu de l'aménagement et de l'étude d'aménagement de postes en fait pour accueillir des collaborateurs handicapés en entreprise. Voilà, je repasse la main à Victoria. Merci beaucoup, Jennifer. Non, une formation inaccessible. Slide suivante. C'est la réalité que vivent de nombreux apprenants chaque jour. Slide suivante. Saviez-vous qu'une très grande majorité de situations de handicap sont invisibles? Selon le ministère de l'Agriculture, environ 80% des handicaps en France ne se voient pas. Dyslexie, troubles de l'attention, déficience auditive légère, ces réalités concernent de nombreux apprenants, souvent sans que leur entourage ne le sache. Pourtant, la plupart des plateformes de formation en ligne disponibles ne sont pas pleinement adaptées à ces besoins spécifiques. Encore trop peu d'entre elles respectent les normes d'accessibilité ou proposent des fonctionnalités inclusives pour les troubles cognitifs ou sensoriels. À partir du 28 juin 2025, l'obligation légale d'accessibilité existante va se renforcer. La bonne nouvelle, Moodle a déjà les solutions. Je vais vous les faire découvrir après que Jennifer Baudet, consultante experte accessibilité numérique chez Ideance, nous ait expliqué les objectifs et le cadre réglementaire actuel de l'accessibilité numérique. Merci Victoria. Alors, avant de revoir en détail le cadre légal, je vais revenir un tout petit peu sur la définition de ce qu'est l'accessibilité numérique précisément. Donc, on pourrait donner une définition simple qui est celle-ci, rendre possible l'accès à l'information et aux fonctionnalités aux personnes en situation de handicap.
On met bien l'accent sur les deux. Souvent, on pense de prime abord à l'accès à l'information, mais on oublie souvent que les utilisateurs vont manipuler, alors d'autant plus en formation, hein, les outils numériques. Donc, il faut bien penser aux deux sens d'interaction entre les utilisateurs et tout ce qui est support numérique. Alors, on va voir justement un peu plus précisément. Donc, quand on parle de support numérique, on parle de tout type de support, donc c'est-à-dire tout type de contenu. Ça peut être aussi bien les mails qu'on s'échange, tous les documents bureautiques comme les documents PDF, les supports de présentation, de formation par exemple, les images, les vidéos, les podcasts. Ça concerne également tous les supports, que ce soit ordinateur portable, téléphone, mobile, voire même ce qu'on appelle le mobilier urbain, donc tout ce qui va être borne interactive dans les musées ou les mairies, par exemple, ou les distributeurs de billets de banque ou de transport. Et ça touche évidemment toutes les fonctionnalités et services, aussi bien le e-learning que les fonctionnalités comme de e-commerce ou de la géolocalisation. Alors, à qui s'adresse particulièrement l'accessibilité numérique? Donc, vous l'aurez compris dans ma définition, on s'adresse particulièrement aux personnes en situation de handicap. Alors évidemment, l'accessibilité numérique, ça va être utile pour tous les utilisateurs, c'est indéniable. Néanmoins, c'est indispensable pour les personnes handicapées. Si je prends l'exemple d'une boutique avec pour y accéder quelques marches, qui également propose une rampe, eh bien, cette rampe, elle sera très utile pour une personne qui a un enfant en poussette ou une autre personne avec une valise volumineuse à roulettes. Néanmoins, ces deux personnes pourront plus difficilement, mais accéder à la boutique par les escaliers, contrairement à une personne en fauteuil roulant. La personne en fauteuil roulant sans la rampe ne peut pas accéder à la boutique. C'est exactement cette différence qu'on fait en accessibilité numérique. Donc, c'est vraiment utile pour tous, mais indispensable pour les personnes handicapées. Alors évidemment, il y a différents types de handicaps, comme le signalait Victoria, un grand nombre de handicaps sont invisibles. Ça peut être aussi bien des handicaps sensoriels, hein, comme des surdités plus légères à importantes, ou des personnes atteintes d'acouphènes, des déficiences visuelles, ça peut être des personnes qui ont des troubles de perception de la couleur, comme les personnes daltoniennes par exemple, ou des personnes atteintes de maladies visuelles provoquant une malvoyance plus ou moins importante, allant jusqu'à la cécité. Des personnes déficientes motrices qui auront des difficultés de motricité de leurs membres supérieurs principalement, amputation, troubles musculo-squelettiques, tétraplégie par exemple. Et évidemment, tout ce qui va concerner le cerveau. Alors, on a tout mis en même temps, mais c'est bien différent. Les déficiences mentales, donc potentiellement des personnes comme des personnes trisomiques 21 avec un retard intellectuel, mais également toutes les personnes déficiences cognitives qui n'ont pas de retard intellectuel, mais dans lesquelles on va retrouver les personnes avec des troubles de l'apprentissage, comme les personnes atteintes de troubles dits, atteintes de troubles de l'attention ou de troubles autistiques. Toutes ces personnes, en fait, ont des besoins spécifiques en numérique et vont utiliser, en fonction de leurs besoins, différentes technologies d'assistance, soit du matériel, soit du logiciel. Par exemple, certaines personnes ne vont utiliser que le clavier ou du matériel qui va techniquement utiliser le clavier. D'autres personnes vont avoir besoin de logiciels pour grossir fortement l'écran ou réduire fortement la taille de leur écran, adapter les couleurs. D'autres personnes vont utiliser des transcriptions à l'écrit de tout ce qui va être audio pour les personnes sourdes ou visuel pour les personnes aveugles qui utiliseront également, par exemple, des lecteurs d'écran qui vont lire tout ce qui se passe à l'écran et le restituer soit en braille, soit avec une synthèse vocale. Donc l'idée, c'est que justement toutes les personnes, en fonction de leurs besoins, puissent accéder à tout type de support. Et donc enfin, pourquoi mettre en place l'accessibilité? Eh bien, nous, notre argument premier, c'est que de toute façon, c'est un droit fondamental pour les personnes en situation de handicap. Ça permet de lutter contre la discrimination, de favoriser leur inclusion dans la société, et c'est un grand gage d'autonomie que de pouvoir utiliser le numérique au quotidien, puisqu'il est présent partout. Mais c'est également donc une obligation légale. Alors faisons le point sur les obligations légales. Il en existe déjà une depuis 2025. Elle a été mise à jour en 2019 et donc à l'heure actuelle, cette loi concerne tous les organismes publics,
ou délégataires d'un service public, ou les organismes privés qui ont un chiffre d'affaires annuel de plus de 250 millions d'euros. Alors, vous rentrez peut-être déjà dans cette catégorie, et cette loi s'applique donc à tout type de support numérique, pour que ce soit aussi bien pour les collaborateurs en interne, donc par exemple pour de la formation interne, que pour des clients ou personnes extérieures. Cette loi donc se base sur le fait d'être conforme à certaines normes, donc notamment les normes internationales, les WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, qui ont été transposées en France dans le référentiel général d'amélioration d'accessibilité, le RGAA, si vous en avez déjà entendu parler. En fait, ce référentiel et ces normes, qui sont quasi équivalentes, listent l'ensemble des bonnes pratiques à mettre en place pour rendre accessible un support. Et également, depuis 2025, depuis janvier 2025, il existe de nouveaux risques de sanctions, notamment par l'ARCOM, qui a en charge ces sanctions concernant cette première loi. Donc cette loi demande à être conforme au référentiel dont on vient de parler, également de mettre en place un schéma pluriannuel et un plan d'action quand il s'agit d'un gros groupe avec plusieurs supports numériques. Le schéma pluriannuel décrit finalement la démarche d'accessibilité de la société, ce qu'elle compte mettre en place pour rendre accessibles ces différents supports. Et donc c'est accompagné de plans d'action, il s'étend sur 3 ans. Et ensuite, chaque support numérique doit publier une déclaration de conformité. Donc tout simplement expliquer s'il est conforme ou pas à tel ou tel autre critère. Et également mettre la mention du niveau d'accessibilité affichée sur le support. Et alors, cette loi qui existe déjà va être renforcée, donc effectivement, à partir du 28 juin 2025, puisque c'est la date à laquelle sera applicable la nouvelle loi de mars 2023 qui découle elle-même de la directive européenne de 2019, la fameuse European Accessibility Act, qui demande à ce que tous les pays de l'Union européenne rendent accessibles les services et produits des différentes entreprises qui en fournissent. Alors, néanmoins, c'est quand même assez cadré. Ça ne concerne que les entreprises qui sont dans certains secteurs, notamment le secteur de la banque, des transports, télécommunications, audiovisuel et tout ce qui concerne le e-commerce. Donc, par exemple, si vous ne rentrez pas dans la première loi de 2025, mais que vous proposez de l'achat en ligne, par exemple, via un tunnel e-commerce de modules de formation, eh bien, vous serez concerné par cette loi à partir de juin. Donc, cette loi demande à être à minima conforme avec la norme européenne qui elle-même est calquée sur la norme internationale. Donc, au final, voilà, vous pouvez suivre également le référentiel français. Ils sont tous à peu près voilà, identiques. Et les risques de sanctions, eux, seront différents en fonction des organismes de contrôle. Et les organismes de contrôle dépendent de chaque secteur. Donc, notamment, par exemple, la DGCCRF, donc la répression des fraudes, pour résumer, s'occupera de tout ce qui est plutôt e-commerce, l'ARCOM de tout ce qui est audiovisuel, etc. pour chaque secteur. Et alors, donc, comment mettre en place votre démarche d'accessibilité? Eh bien, c'est ce que je disais. Ces normes et référentiels, elles listent un certain nombre de règles et de bonnes pratiques assez simples qui permettent à suivre, qui permettent de garantir finalement l'accessibilité à toutes et tous. Donc, nous, on vous conseille, dans un premier temps, de vous former au maximum, notamment pour sensibiliser vos équipes et maîtriser le plus possible ces règles et bonnes pratiques. Si vous êtes vraiment dans une contrainte légale ou si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également auditer vos différents supports pour évaluer la conformité de vos différents services par rapport aux normes et aux référentiels. Et enfin, on vous conseille aussi de contractualiser quand vous passez par des prestataires afin d'assurer en fait finalement la prise en compte de l'accessibilité par votre prestataire qui vous fournira les différents services que vous diffusez après coup. Et donc, j'ai redonné la main à Victoria pour voir plus précisément ce que propose Moodle. Effectivement, oui. Merci pour ce cadrage juridique. Et donc, Victoria va aborder plus concrètement, effectivement, comment Moodle va aider cette conformité sans développement spécifique ou supplémentaire. Merci Jennifer, merci Djilali. Maintenant que nous avons compris les enjeux réglementaires,
Voyons comment Moodle répond concrètement aux besoins d'accessibilité les plus fréquents dans le e-learning. Pour la surdité et la malentendance, vos vidéos de cours sont-elles accessibles? Moodle intègre nativement Vidéo.js qui gère automatiquement les sous-titres, la transcription et toute l'accessibilité audiovisuelle. Pour la dyslexie, qui concernera en moyenne 8% de vos apprenants, l'éditeur TinyMCE de Moodle inclut un vérificateur d'accessibilité en temps réel qui détecte automatiquement les problèmes de lisibilité, de structure et de contraste. Pour la mobilité réduite, certains apprenants, nous l'avons dit, ne peuvent pas utiliser une souris. Le thème Boost de Moodle permet une navigation 100% au clavier avec des raccourcis intelligents et des liens d'évitement automatiques. Enfin, pour le TDAH et les troubles de l'attention, l'interface peut être source de distraction. Le plugin Red Speaker pour Moodle permet à chaque apprenant de personnaliser son environnement. Synthèse vocale intégrée, adaptation des couleurs, contrôle de la vitesse de lecture, mise en surbrillance du texte lu. Pour la surdité et la malentendance, Moodle utilise par défaut le lecteur vidéo Vidéo.js, compatible avec les normes d'accessibilité. Vidéo.js permet d'ajouter des sous-titres au format WebVTT et des pistes de transcription qui sont alors accessibles via l'interface du lecteur. Attention, la génération automatique de sous-titres n'est pas native. Il faut fournir les fichiers de sous-titres lors de l'ajout de la vidéo ou recourir à des plugins complémentaires comme Poodle pour automatiser ce processus. Vidéo.js prend en charge la navigation clavier et l'utilisation des lecteurs d'écran pour garantir l'accessibilité audiovisuelle. Pour la dyslexie, Accessibility Checker, le vérificateur d'accessibilité automatisé de l'éditeur de Moodle TinyMCE, contrôle les erreurs courantes dans le texte. Il s'agit généralement d'éléments dans la construction du texte qui peuvent empêcher tous les utilisateurs d'avoir un accès égal à l'information et aux fonctionnalités, comme on le voit ici sur l'illustration, avec un problème de titre hiérarchique relevé. Pourquoi les titres hiérarchiques sont importants? Ils sont importants pour la structure et la hiérarchie. Les titres hiérarchiques vont organiser le contenu en sections logiques, facilitant la compréhension du texte. Pour la navigation pour tous, les lecteurs d'écran et autres technologies d'assistance utilisent les titres hiérarchiques pour permettre aux personnes malvoyantes ou aveugles de naviguer rapidement dans le contenu. Pour le référencement, les moteurs de recherche utilisent aussi les titres hiérarchiques pour comprendre la structure d'une page. Le vérificateur d'accessibilité intégré dans l'éditeur de Moodle TinyMCE contrôle automatiquement 6 points essentiels: les images sans description, les contrastes insuffisants, la structure des textes longs, les légendes de tableaux, les cellules fusionnées problématiques et les titres hiérarchiques manquants. Chaque problème détecté est signalé en temps réel avec des suggestions de correction. Pour la mobilité réduite, le thème Boost de Moodle qui s'appuie sur Bootstrap sera extrêmement pertinent à l'usage. Bootstrap est un framework open source qui garantit des sites responsives, s'adaptant automatiquement à tous les écrans, ordinateurs, tablettes et smartphones. Bootstrap assure une navigation clavier fluide via la touche tabulation pour tous les éléments interactifs. Des liens d'évitement permettent d'accéder directement au contenu principal. La compatibilité avec les lecteurs d'écran est garantie par une structure HTML sémantique et des attributs ARIA. WAI ARIA est une spécification du W3C, le World Wide Web Consortium, qui améliore l'accessibilité des contenus dynamiques et composants JavaScript. Moodle utilise ARIA pour renforcer l'accessibilité des composants Bootstrap, type menu, formulaire ou alerte. Donc Boost est le thème par défaut de Moodle depuis la version 3.2 et il est conçu pour être conforme aux recommandations WCAG que l'on a évoquées tout à l'heure, les Web Content Accessibility Guidelines, les directives accessibilité du W3C. Navigation clavier, structure sémantique, ARIA, contrastes appropriés. Boost Union
lui, est un thème enfant qui va hériter de 100% des fonctionnalités d'accessibilité de Boost, tout en permettant une personnalisation facilitée de l'apparence sans modification de code. Il existe depuis le passage à Model 4X en tant que successeur du thème Boost Campus. Par défaut, il se comporte exactement comme Boost. Pour garantir l'accessibilité, nous recommandons de partir d'un thème basé sur Boost, comme Boost ou Boost Union, car ils intègrent déjà les bonnes pratiques d'accessibilité du cœur de Moodle. Boost Union est particulièrement intéressant si vous souhaitez adapter l'interface, couleur, pied de page, mention légale, etc., tout en restant conforme aux standards d'accessibilité, sans risque de casser les fonctionnalités accessibles de Boost. Voici quelques exemples d'options additionnelles de Boost Union. La personnalisation de l'apparence, le changement des couleurs de la charte graphique, l'ajout de logos, de favicons, d'images de fond, pour la page de connexion ou l'entête, choix et personnalisation également des polices d'écriture sont possibles. Boost Union permettra également une gestion des blocs facilitée avec l'activation de nombreuses régions de blocs supplémentaires autour du contenu, en haut, en bas, en pied de page, etc. Ainsi qu'une gestion fine des permissions pour voir ou éditer chaque région de bloc. Du côté de la navigation et de l'ergonomie, un affichage d'un bouton retour en haut sur toutes les pages sera possible. Un affichage des fils d'Ariane des catégories dans l'entête du cours. Et concernant les liens d'accessibilité, on aura aussi une facilité à voir marquer automatiquement des liens externes avec une icône spécifique, des liens email et des liens cassés. Boost Union sera également pertinent pour ajouter des pages statiques, comme les contacts, les politiques de confidentialité, etc., ainsi que des menus intelligents, des menus personnalisables qu'on va choisir d'afficher à différents endroits, un système de flavors pour appliquer des jeux de paramètres graphiques, ou un affichage de messages si JavaScript est désactivé, ce qui va induire un affichage dégradé ou un problème de fonctionnement de la synthèse vocale, par exemple. En résumé, pour une accessibilité maximale avec peu de personnalisation, nous vous recommandons Boost. Pour une accessibilité maximale avec plus de souplesse et de personnalisation, Boost Union. Attention, dans les deux cas, il faut tester régulièrement votre site avec des outils d'audit d'accessibilité et surtout des utilisateurs réels pour garantir la conformité WCAG. Pour le TDAH et les troubles de l'attention, le plugin des solutions RedSpeaker pour Moodle offre une gamme d'outils de personnalisation de l'interface. Synthèse vocale intégrée, lecture à voix haute de tout texte affiché, réglage de la vitesse de lecture, choix des couleurs et du contraste, surbrillance dynamique du texte lu et possibilité d'afficher le contenu en mode focus pour limiter les distractions visuelles. Ces fonctionnalités aident les apprenants à se concentrer et à adapter l'environnement d'apprentissage à leurs besoins spécifiques. Alors, comment savoir si vos cours sont vraiment accessibles? C'est là qu'intervient Brickfield Toolkit, votre aide à la conformité pour l'accessibilité, intégrée gratuitement dans toutes les versions Moodle 4X ou plus, avec une analyse et des rapports de base. Ce que fait Brickfield. Brickfield scanne automatiquement une partie de vos contenus Moodle et détecte 6 types de problèmes concrets. Images sans description alternative, contraste de couleurs insuffisant, texte long mal structuré, tableau sans légende, cellules fusionnées problématiques et titres hiérarchiques manquants. Il propose des corrections automatiques pour certains problèmes simples, par exemple ajouter un texte alternatif, et vous guide pas à pas pour les autres. Vous suivez vos progrès dans le temps, cours par cours, avec un tableau de bord clair. Ce que Brickfield ne fait pas. Attention, Brickfield ne garantit pas une conformité totale. Il détecte des erreurs techniques courantes, mais ne peut pas vérifier la qualité des descriptions d'images, la pertinence de la structure pédagogique ou l'expérience utilisateur réelle. Il ne remplace pas un audit humain expert, mais il vous donne une base solide pour identifier et corriger la majorité des problèmes d'accessibilité. C'est votre radar d'accessibilité personnelle, indispensable pour démarrer, mais à compléter par une approche qualitative. Il est à noter
que si votre plateforme Moodle est en version 4X, 4.0 ou ultérieure, vous bénéficiez de l'analyse d'accessibilité Brickfield intégrée gratuitement avec le Starter Toolkit. Mais les fonctionnalités avancées de correction automatique et d'export de contenu accessible nécessitent une licence payante, quel que soit le numéro de version de votre Moodle. Avec Moodle, je souhaite le préciser, vous n'êtes pas seul dans votre démarche d'accessibilité numérique. Moodle met en effet à votre disposition un écosystème complet de ressources gratuites, des éléments d'information de la communauté Moodle, une formation sur Moodle Academy spécialement dédiée à l'accessibilité dans l'enseignement, un tutoriel pour le kit de démarrage de Brickfield. Ces ressources sont accessibles dès maintenant pour préparer sereinement l'échéance de juin 2025. Vos équipes peuvent commencer à se former gratuitement dès aujourd'hui. Et voilà, et donc un plan d'action en 3 points que vous pouvez commencer, j'allais dire, dès aujourd'hui ou demain. Donc 3 actions simples. Commencer à activer Brickfield, donc la version gratuite qui vous permettra d'avoir ce premier diagnostic technique initial. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une première visibilité sur un certain niveau d'accessibilité de votre plateforme. D'activer donc cette Brickfield, donc ça demande il y a un formulaire d'inscription et ça permet ensuite d'avoir votre code pour pouvoir intégrer ce plugin. Puis ensuite, vous pouvez également donc à vous inscrire et inscrire vos équipes aux formations de la Moodle Academy. Donc c'est aussi gratuit. Donc des formations sur l'accessibilité, c'est toujours utile pour réviser ou approfondir vos connaissances selon votre niveau sur cette thématique de l'accessibilité. Et puis, il y a des outils, effectivement, c'est des outils Brickfield, l'auto-formation, mais il n'y a pas mieux que l'accompagnement humain. Donc, ce que l'on vous recommande, c'est de vous faire accompagner, notamment sur les audits par Ideance, des spécialistes et sur la conformité légale. Et puis sur la partie technique, vous nous connaissez, nos clients nous connaissent pour vous accompagner sur la partie technique, les outils, et on vous dirigera. Voilà. En tout cas, l'humain reste essentiel dans cette démarche de rendre accessibles vos plateformes, dans cette accessibilité numérique. Merci à vous et nous allons pouvoir aborder vos questions maintenant. Alors, je crois qu'il y a déjà quelques questions. Donc, on avait déjà une première question. Est-ce que le service public est-il concerné? Donc, je suppose que concerné par l'accessibilité. Oui, tout à fait. Donc, les services publics sont concernés directement depuis la fameuse loi 2005. Donc, c'est une loi qui court maintenant depuis 20 ans. Et donc, les services publics, pour le coup, ne seront soumis qu'à cette loi de 2005. Voilà, ils ne seront pas concernés à moins de mettre en place du e-commerce, mais je serais surprise. Il n'y a que dans ce cadre-là qui pourrait être concerné par la nouvelle loi qui rentre en vigueur en juin. Alors, on a les sites. Une autre question. Les sites Internet d'entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros par an sans e-commerce sont-ils concernés? Oui, également, ils sont également concernés donc depuis 2019 par la loi 2005. Alors effectivement, s'il n'y a pas de e-commerce et si c'est une entreprise privée qui ne rentre pas dans un des secteurs évoqués, bancaire, transport, etc., mais que cette société a un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros par an, c'est une société qui sera soumise à la loi 2005 voilà, depuis donc 2019. Alors, une question pour Edunao. Parlons-nous de Moodle de façon générale ou le thème Lily Campus en particulier? Donc là, on parle effectivement de Moodle en général, puisque nos clients, certains ont le thème Lily Campus et d'autres ont d'autres thèmes. Donc, c'est Moodle en général. Alors, on a une question qui va concerner, je pense, Ideance. Est-ce que
ça concerne la Suisse. Donc l'accessibilité, est-ce que ça concerne la Suisse? Nous n'avons pas de personnes handicap dans notre entreprise. Nous sommes concernés ou pas? Alors, 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 bonne question, personnellement, hein. non, je suis pas spécialiste du droit suisse. Alors, certains de mes collègues travaillent avec la Suisse, donc je pourrais leur demander, mais néanmoins, j'ai pas la réponse là maintenant, immédiatement, puisque eh bien, la Suisse n'est pas concernée donc par les lois françaises. Il faudrait voir si elle n'est pas concernée non plus par l'Union européenne, hein. Donc, Mais, euh, mais souvent, mais c'est ils copient, ils oui, calquent voilà, tout les à droits. fait. Donc, il faudrait se renseigner du coup sur la législation suisse. Bon, ce serait pas étonnant qu'il y en ait quand même. Connaissant les Suisses, je pense ouais, qu'il peut y avoir des lois, mais je ne saurais pas vous répondre avec précision. J'essaierai de trouver des ressources à fournir dans un second temps concernant les différentes transpositions étrangères des lois concernant l'accessibilité. Alors, on a une autre question. On essaye d'aller rapidement, mais après, on pourra creuser plus en détail un certain point, mais on essaie de répondre à un maximum de questions. Comment faire si nous n'avons pas les droits administrateurs? Donc là, c'est plus, j'imagine, pour intégrer un plugin. Donc pour se former, là, il n'y a pas besoin d'avoir des droits administrateurs, hein, la Moodle Academy. Mais effectivement, si vous devez intégrer un plugin, bah, il faut faire cette demande à votre administrateur ou un ticket s'il y a besoin d'ajouter un plugin sur le compte client pour nos clients. Donc pour ajouter... bon, là, c'est du technique en général. L'accessibilité, il n'y a pas de blocage des administrateurs pour intégrer ces outils-là. C'est plus, j'allais dire, de la politique interne, une démarche interne d'autorisation interne. En tout cas, elle est pas de chez Udunao ou chez Ideance, là, pour le coup. Faut-il passer par le support Udunao pour activer Brickfield? Alors, il vous faut d'abord passer, donc il y a un lien il y a un formulaire à compléter et puis ensuite, on va vous donner donc un code et vous intégrez ces éléments effectivement dans Client en disant que vous souhaitez le plugin Brickfield et nos équipes activeront dans ce cas-là. Donc, soit normalement, vous pouvez le faire vous-même, hein, théoriquement, mais sinon, vous passez par Client. Euh, Ensuite, je vois une... Oui, oui, vas-y, Jenny. allez-y, vas-y si tu avais d'autres questions qui te Oui, j'ai vu une concernent. autre question concernant est-ce que les écoles d'enseignement supérieur sont-elles concernées? Euh, alors, tout dépend de l'école d'enseignement supérieur. Si c'est une école du public, oui, elle sera concernée donc depuis 2005. Si c'est une école privée, ça va dépendre donc du chiffre d'affaires annuel de l'école ou du groupe, parce que parfois on a des groupes hein, voilà, des groupes plus importants qui disposent de plusieurs écoles d'enseignement supérieur. Donc ça va dépendre après de votre chiffre d'affaires. Concrètement, par rapport à la loi, la nouvelle loi applicable en juin, eh bien tout dépendra si vous proposez encore une fois un système de paiement en ligne, de système e-commerce. En fait, tout va se jouer là, hein, avec cette Ouais. nouvelle loi, vous concernant en tout cas, hein, voilà. Sauf si vous êtes un organisme de formation dépendant du secteur bancaire, des transports ou de l'audiovisuel. Voilà. Il y en a beaucoup d'écoles qui font de l'executive education, donc qui vont commercialiser aussi leur formation. Donc, ils ont une phase, une partie éducation initiale et une partie formation continue. En ligne, ouais. Donc, la loi applicable au 28 juin. Alors là, je ne sais pas Oui. si c'était une question. Ça devait être une remarque par rapport à une autre question, mais je ne Oui. sais pas si Sandra veut préciser, mais effectivement, juste comme ça, on ne sait pas quoi, quoi répondre. Peut-être Alors, passer à la question d'après. Ouais. quel, quel outil permet de faire un audit? Que pensez-vous de l'extension Chrome Wave? Alors ça, je ne sais pas si tu connais cette extension Wave. Je sais qu'il y a beaucoup d'outils complémentaires, mais... Alors, Wave, en fait, c'est simplement un outil d'aide, effectivement, à l'audit, entre guillemets. C'est un outil qui liste l'ensemble des critères présents dans les référentiels. Donc, notamment, c'est un outil plutôt international. Donc, ça liste les critères des WCAG.
Néanmoins, il faut savoir, enfin, c'est une aide, hein. C'est une espèce de checklist. Ça peut effectivement, de façon automatique, vérifier certains critères, comme pourrait le faire Breakfield, hein. Mais voilà, néanmoins, ces outils automatiques ne peuvent se faire que sur une partie des critères. Généralement, on parle de 20% des critères, des normes qui sont concernées, enfin, qui peuvent être vérifiés par ces outils automatiques. Donc, on nous a posé une question sur où peut-on trouver le formulaire. Je suppose que c'est le formulaire Brickfield. Donc, on l'enverra dans le récap, avec le récap en lien. Comme ça, tout le monde aura ce lien et on le mettra bien sûr sur Client également. Mais sinon, il est sur le site, mais on vous enverra le lien directement. Donc, quels sont les risques de sanction de l'ARCOM? De l'ARCOM, oui. Alors, eh bien, ils dépendent justement de si on est un organisme public ou privé. Les sanctions sont plus importantes pour les organismes publics notamment. Ça peut aller jusqu'à 25 000 euros d'amende pour non-transparence, c'est-à-dire pour non-publication finalement de la déclaration d'accessibilité, de la déclaration de conformité. Et ça peut aller jusqu'à 50 000 euros par non-conformité au référentiel. Et ça peut être renouvelable tous les 6 mois. Voilà. Il peut y avoir également des sanctions de publicité, c'est-à-dire être dans l'obligation d'afficher que vous n'êtes pas accessible, ou en tout cas que vous avez été sanctionné par l'ARCOM. Donc ça, ce sera pour les risques encourus par rapport à la loi 2005, si vous rentrez dans la loi 2005. Les risques encourus pour la nouvelle loi, donc celle qui va rentrer en vigueur en juin, eh bien, on n'a pas encore vraiment de précision puisque elles sont assimilées on va dire aux sanctions actuelles. C'est-à-dire, par exemple, dans le secteur du commerce, il me semble que on a l'habitude d'avoir des amendes plutôt de l'ordre forfaitaire de l'ordre de 7 000 euros par par non-respect, hein, des lois, donc ça pourrait s'apparenter à ça. Néanmoins, c'est chaque organisme de sanction qui va mettre en place voilà, ces sanctions. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore tout à fait toutes les informations. Alors, je ne sais pas si j'ai la réponse là, mais j'ai accès à un Moodle non Edunao et au niveau accessibilité, j'ai des éléments supplémentaires. Comment l'obtenir? Alors là, il faudrait voir techniquement, c'est quoi que vous avez, d'où ça part, est-ce que c'est un plugin que l'on peut reprendre? Là, il faudrait creuser sur votre question. On pourrait aborder ce sujet. Si ensuite, ça revient pour toi, Jennifer, si je comprends bien, je suis un centre de formation avec un chiffre d'affaires inférieur à 250 millions d'euros. Je ne vends pas de formation en ligne. Par conséquent, mon site internet, voire mon LMS, n'ont pas d'obligation d'être accessibles. Alors, ils n'ont pas d'obligation légale, en tout cas des deux lois hein, concernant l'accessibilité numérique, hein, d'être accessible. Mais il ne faut pas oublier que, voilà, alors c'est dur d'avoir des chiffres très concrets. C'est des gens qui ne se font pas diagnostiquer, c'est très compliqué voilà, de faire des études précises, mais on compte quand même à peu près 20% de la population en situation de handicap. Donc c'est quand même mettre à l'écart pas mal de personnes. Et on oublie souvent qu'au-delà de ces lois spécifiques concernant l'accessibilité numérique, on peut être finalement attaqué pour discrimination face aux non-répés ou en tout cas au non-accès aux personnes handicapées. Bon, voilà, c'est une petite, c'était mon côté militant qui ressort. Oui. Donc, on a une question sur l'accessibilité de Lily Campus. Donc, ce qui avait été dit, alors je ne sais pas si ça a été peut-être pas assez marqué, mais il y a deux choses. Moodle, Lily Campus de base est accessible, c'est-à-dire que la structure est accessible, mais ensuite il y a le contenu que l'on y intègre, les couleurs qui y sont mises. Si votre logo n'est pas accessible, vos couleurs, le graphisme. Donc, il y a vraiment à distinguer la plateforme du contenu que l'on y met. Et donc ça, c'est vraiment aussi important et c'est pour ça que, il y a aussi à former les ingénieurs pédagogiques, à former les équipes, l'accessibilité, ça ne va pas être seulement votre plateforme, ça va être votre service marketing, ça va être l'ensemble de l'entreprise qui doit avoir cette sensibilisation, parce que si votre logo est totalement inaccessible, quoi que vous fassiez, même si votre plateforme est accessible, vos couleurs le doivent l'être, etc. Donc la charte graphique
Donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui doivent l'être également. Oui, tout à fait, c'est important ce que tu dis, Djilalil, c'est exactement ça en fait, hein. C'est, ça concerne tout le monde et le contenu est une grande part en fait de l'accessibilité. Donc oui, effectivement. Alors, Est-ce qu'on a eu d'autres questions entre-temps? Je crois que oui. oui, alors, quel outil d'audit conseillez-vous? Il y en a beaucoup. Alors, je ne sais pas si toi, tu as des choses en tête pour Idéance sur l'accessibilité numérique. Nous, l'idée, c'est vraiment de... Il y a des outils, comme on l'a évoqué, Brickfield, il y a d'autres outils qu'on pourrait aussi intégrer en présentation, mais ce qui va faire vraiment la différence, c'est aussi l'aspect humain. C'est-à-dire que l'accessibilité, comme on l'a vu, là, on a donné quelques exemples parce que ça va être aussi à personnaliser en fonction de votre public, des demandes que vous avez. Donc, il y a vraiment Oui, beaucoup d'outils. c'est pas évident. Exactement. Il en existe beaucoup des outils d'audit, hein, bon, plus ou moins performants. On peut citer par exemple le plugin Tanaguru, qui va également tester différents critères d'accessibilité. Le plugin Wave, hein, dont on a parlé tout à l'heure, qui fonctionne aussi très bien. D'autres outils comme Lighthouse, qui vous permet de vérifier à la fois l'accessibilité et l'éco-conception de tout ce qui va être web. Donc il en existe plusieurs, mais effectivement, donc je pense que ceux proposés par Moodle sont adaptés au contenu Moodle. Donc moi, j'irais quand même plutôt à conseiller ceux-là parce qu'ils ont été conçus pour, en fonction de la base technique de Moodle. Néanmoins, encore une fois, dans l'accessibilité, la pertinence y est pour beaucoup, en fait, à rendre accessibles les contenus. Et donc, aucun robot ne pourra jamais tester la pertinence d'une alternative textuelle, d'une description détaillée, d'un sous-titrage, etc. Donc il y aura toujours de toute façon une partie humaine et donc sensibilisation et formation à ce sujet. Ouais. Je voudrais qu'on traite cette question qui agite un peu nos spectateurs sur Lily Campus et Boost. Et rappeler avec le contrôle de Giali que Lily Campus n'est pas une plateforme en tant que telle, mais un thème applicable à Moodle. L'architecture native de Moodle est compatible WCAG 2.1. Donc, on a déjà une capacité à la conformité native pour tout Moodle depuis les versions récentes. Est-ce que Lily Campus est aussi accessible que Boost et Boost Union? C'est une excellente question à laquelle personnellement je ne peux pas répondre, mais ce serait intéressant qu'on fasse un comparatif, comme je l'ai fait tout à l'heure entre Boost et Boost Union, entre Lily Campus, Boost et Boost Union, et qu'on puisse revenir vers la communauté sur notre prochain webinaire, puisque notre travail d'aujourd'hui s'inscrit a priori sur une série thématique. Donc voilà, je rends la Voilà. Il y parole a à Ayoub, Djilali avec ouais. ces éléments. Voilà, on a Ayoub qui a répondu effectivement que Lily Campus, c'est un thème repris de Boost, c'est un thème personnalisé d'Edunao, mais il le reprend, il est basé sur Boost. Donc effectivement, vous allez avoir les éléments positifs de l'accessibilité native de Boost et ça a été complété avec des éléments, voilà. Mais ça, on pourra aussi préciser, là, ça concerne vraiment nos clients qui ont ce thème Lily Campus et Edunao précisément. Merci Ayoub pour l'équipe technique d'Edinao. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions et de toute façon, le temps imparti, on est arrivé à la limite. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, en dehors de ce webinaire, de continuer à revenir vers nous si vous avez des questions. Ce premier webinaire est vraiment, nous, on vise que ce soit vraiment le début d'une série de webinaires sur l'accessibilité, puisqu'on sait que c'est un sujet qui est assez vaste. Là, on a voulu vraiment avoir une première couche de sensibilisation. Et puis l'idée, c'est vraiment ensuite de creuser, peut-être d'aborder des thématiques plus spécifiques, sectorielles ou sur des besoins particuliers pour les webinaires suivants sur l'accessibilité. Mais on en prévoit d'autres, rassurez-vous. Voilà. Ok, Ou plus spécifiques sur l'IDI Campus pour c'est certains. noté. Mais voilà, ça sera concernant nos clients là pour le coup. Merci à Merci, tous et bonne journée. merci.